Je m'appelle Bruno Gepner, je suis psychiatre et pédopsychiatre, spécialiste des troubles du spectre de l'autisme depuis une trentaine d'années. Depuis à peu près cette même période, je suis également chercheur en neurosciences dans le domaine des troubles autistiques. Je suis également enseignant, chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille. Je préside la Fédération Autisme Vie Entière et enfin, je suis musicien. Je m'appelle Stéphane Scotto-Rinaldi, je suis psychologue clinicien du développement, je suis également musicothérapeute clinicien et je suis aussi chargé d'enseignement à la fac d'Aix-Marseille et je suis musicien. La Fédération Autisme Vie Entière, c'est une association créée par Carole Tardif et moi-même en 2005 pour informer les professionnels de terrain, les étudiants, les personnes autistes elles-mêmes et leurs familles aux nouvelles connaissances sur l'autisme, que ce soit d'un point de vue clinique, d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue scientifique et du point de vue du témoignage en première personne de personnes autistes elles-mêmes. C'est ainsi que nous avons fait venir en conférence Joseph Chovanec, Julie Dachaise, Valentin Mérou, Christian Schott. L'idée étant que l'ignorance étant mère de tous les vices, comme disait Rabelais, il est important que les personnes aient des connaissances récentes et opportunes sur l'autisme, puisqu'il y a beaucoup de propos à l'emporte-pièce qui sont encore véhiculés au niveau de l'autisme en France en 2019. L'atelier du GAM, GAM étant l'acronyme de groupe d'autistes musiciens, est un atelier thérapeutique à médiation musicale ou groupe thérapeutique médiatisé par la musique ou encore un groupe de musicothérapie s'adressant essentiellement jusqu'à présent à des adultes autistes musiciens qui pourraient également accueillir à l'avenir des adolescents autistes. C'est Bruno qui m'a proposé ça au diagnostic. Il m'a dit j'ai pour projet de monter un groupe de musicothérapie. Est-ce que ça vous dirait? Réfléchissez un peu tout ça. Et j'étais trop stressé. je voulais pas. Moi, je fais de la guitare pour m'amuser, même si voilà. Je leur ai dit je sais pas. Mais voilà. Entre temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à mon frère jumeau Matt. Et il m'a dit vas-y, tu vas le regretter. Il m'a dit je te conseille d'y aller. Et en fait, je l'ai écouté. J'y vais. Mais j'avais peur d'aller là-dedans. Voilà. Et j'ai rencontré donc Bruno et Christian. Et je leur ai dit ok, allez, on y va. Première séance au conservatoire. Ça m'a fait du bien cette période et c'est un ensemble. Hein. C'est vraiment. Mais la musique, ça a été le fil conducteur qui m'a fait arriver là. Voilà. Parce que si tu me demandes socialement si j'ai évolué avec le GAM, forcément qu'il y a eu une évolution sociale. Parce que dès que tu arrives dans un groupe, que t'es pas à l'aise avec d'autres personnes, tu te crois pas à l'aise, surtout ça, tu te crois pas à l'aise avec d'autres personnes, puis tu commences à te découvrir. Forcément qu'il y a une répercussion sur l'extérieur, forcément. Et puis je t'ai dit, dans cette période, il n'y a pas que la musique. Il y a toute cette évolution spirituelle qui est intérieure. Et je pense qu'il m'a amené à un stade où je me sens beaucoup plus équilibré aujourd'hui, même si je suis pas totalement en équilibre, hein, mais donc c'est vraiment un ensemble de choses, mais ça y joue, hein, la musique. C'est vraiment, pour moi, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur de quelque chose. Quoi. Ça n'a pas trop changé dans mon quotidien au niveau des sorties, tout ça. Au fur et à mesure du temps, ça a dirigé mon attention ailleurs, quoi. Vraiment. Pas cette société, c'est machin, on va sortir, on va aller au restaurant, on va rentrer, voilà, le reprend. Non, petit à petit, j'ai compris que ça, je tourne en rond, hop, c'est pas ça que je veux. Donc je regarde ailleurs. Et tu vois, c'est marrant parce que le début du GAM, l'enchaînement sur plusieurs années, 2, 3 ans, 4 ans, bah ça m'amène là en fait. Mais je sais que c'est un point déclencheur.
syndrome d'Asperger est une forme légère d'autisme, sans déficience intellectuelle et sans déficience verbale. Le syndrome d'Asperger est caractérisé par des difficultés de communication socio-émotionnelle et des intérêts restreints et répétitifs, mais qui du coup peuvent être approfondis, pouvant donner lieu à des compétences parfois très supérieures à la normale dans certains domaines de prédilection. Il est dit que l'Asperger est hypersensible assez souvent. Pour moi, il n'y a pas d'hypersensibilité. Il est juste humain. Et pareil, là, j'ai mis un tampon, il est humain. C'est-à-dire qu'il est assez souvent pas dans un personnage, donc il y a ce qui est humain qui ressort. Et dans un contexte tel que celui dans lequel on vit, il y a des choses qui remontent, on pleure parfois, on peut être angoissé, machin, tout ça. Donc, les émotions, comment je les vis aujourd'hui, ça dépend quel contexte. Je pense que le GAM, il y a un truc qui m'a beaucoup apporté, c'est justement les concerts qu'on a fait et les préparations mentales, qui m'ont montré qu'à un moment donné, quand j'arrive à me concentrer sur ma respiration, à mieux gérer ça, à faire un travail sur moi, je peux mieux gérer ces choses-là, mais sans les contrôler. Hein. C'est que par la suite, elles vont être plus équilibrées dans les situations, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un bel apport que j'ai grâce à ces concerts qu'on a pu faire. Ce concept de syndrome d'Asperger tente à disparaître. Il a déjà disparu de la classification américaine des troubles mentaux et il va disparaître dans la future classification internationale des maladies, dans sa 11e édition, qui sera publiée en 2022. On pourrait aussi ajouter que certaines personnes autistes Asperger peuvent se sentir aussi dépossédées d'une certaine identité, d'une certaine culture propre à l'appellation même de ce mot Asperger que les classifications actuelles tendent à faire disparaître. Personnellement, j'utilise aussi de moins en moins ce terme de syndrome d'Asperger pour la raison que Hans Asperger, pédiatre viennois dans les années 1940, a collaboré relativement assidûment avec le régime nazi et ne l'a jamais critiqué après-guerre alors qu'il est mort en 1980. La musicothérapie, elle prend ses origines, ses sources, on va dire, depuis l'Antiquité, où certains avaient déjà compris finalement le pouvoir de la musique pour guérir les âmes. Et en France, elle existe vraiment conceptuellement, en tout cas, depuis 1954, par un ingénieur du son qui s'appelait Jacques Jost, et puis après par des psychologues d'orientation psychanalytique, comme Édith Lecourt par exemple. On utilise donc la musique en musicothérapie pour ses effets physiologiques, par exemple sur la tension artérielle, la musique de relaxation faisant baisser la tension artérielle, ainsi que le rythme cardiaque. On utilise la musique aussi pour ses effets psychologiques sur l'attention, la mémoire, les émotions, mais aussi le mouvement. C'est ainsi que la musicothérapie est de plus en plus utilisée dans le domaine médicaux, en cardiologie et en pneumologie, mais aussi en algologie, dans le traitement de la douleur, et largement dans le traitement des maladies neuropsychiatriques, que ce soit des troubles du développement, comme la dyslexie, la dysphasie, que ce soit pour l'autisme, et que ce soit pour les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, la musicothérapie est utilisée pour favoriser la mémorisation, le retour des souvenirs anciens. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, la musique est utilisée pour favoriser la motricité chez les personnes handicapées par une maladie de Parkinson. La musique servait de substitution finalement à la parole et je pense que c'est pour cela aussi que les psychologues se sont un petit peu intéressés à cette forme de médiation thérapeutique qui passe par le non-verbal. Pour autant, la musicothérapie, je pense que c'est important de le dire, est un métier à part entière. Donc, si on la définit, finalement, la musicothérapie, c'est une ramification très spécifique de l'art-thérapie, qui est quelque chose de plus large et plus vaste. Et on va dire qu'elle utilise la musique, finalement, le sonore et l'objet sonore, un instrument quelconque, comme un outil de soin.
Et en fait, la musicothérapie sert vraiment, je pense que son but principal ou son but premier, c'est vraiment de favoriser des canaux de communication, d'ouvrir à d'autres canaux de communication en passant par quelque chose de non-verbal pour faire émerger du verbal peut-être ou d'autres choses en tout cas. Il existe 3 dimensions à la musicothérapie. La première dite musicothérapie active, qui va utiliser le jeu sonore, qui va utiliser la musique instrumentale dans une relation thérapeute-patient. Donc chacun des deux parties va pratiquer de la musique. Il existe une deuxième dimension, la musicothérapie dite réceptive. Cette forme de musicothérapie va toujours utiliser finalement la musique, mais cette fois-ci, on va procéder davantage à favoriser l'écoute active du patient plutôt que de passer par une pratique instrumentale. Et il y a une troisième dimension qui est la relaxation psychomusicale. Cette fois-ci, on va utiliser la musique, mais à des fins d'induction de relaxation, en faisant varier justement des caractéristiques assez importantes de la musique, comme le tempo, l'intensité sonore, la couleur de la musique, etc. L'indication d'une de ces formes de musicothérapie va pas être le fruit du hasard. Elle va faire suite à un bilan psychomusical réalisé par le musicothérapeute qui va lui permettre finalement de déterminer les forces et les fragilités des patients. Et donc suite à ce bilan, il va pouvoir aussi déterminer si il proposera une prise en charge individuelle ou groupale. En 2017, il y avait 7000 musicothérapeutes aux États-Unis et 6000 en Europe. L'atelier de musicothérapie du GAM a démarré il y a 3 ans, d'abord au Conservatoire de musique d'Aix-en-Provence, mais les conditions n'étant pas optimales, nous avons contacté Gérard Dahan et Myriam Dobbs qui dirigent le Petit Duc. Et depuis 3 ans, donc, nous sommes hébergés par le Petit Duc. Eh bien, je vous présente d'abord Gérard Dahan. Il est compositeur, musicien, auteur. Myriam Dobbs, je suis chanteuse, musicienne. Et depuis 2015, on est dans l'aventure du Petit Duc, de l'association Théâtre et Chanson. On a pris à cœur ce projet autour des artistes qu'on accueille, aussi bien en chanson, en jazz, musique du monde et jeunes du public. Cet enjeu, c'était pour nous, bien sûr, d'accueillir de la création, des artistes, mais de faire vivre le lieu aussi en dehors de ces jours de concert, les vendredis et samedis soirs, en accueillant d'autres initiatives, des associations. Et sur notre parcours d'artiste, on a eu l'occasion de travailler avec l'association Aptautisme de Françoise de Roc, qui travaille donc sur l'accompagnement d'enfants atteints d'autisme. On a trouvé une artiste dans la région qui a joué le jeu de se former à la méthode Dolce et de pouvoir commencer l'atelier régulièrement ici au Petit Duc. Depuis, on a rencontré Bruno Gepner avec l'association Favi, qui lui aussi donc mène un atelier pour un groupe de musiciens autistes. Et puis on a étendu aussi l'association autour du chant prénatal, même la rigologie, voilà, toutes sortes d'initiatives qui permettent de faire vivre le lieu et de faire croiser des publics de différentes natures pour rencontrer bien la musique de toutes sortes de façons. L'enjeu de ces projets, on va dire, sociaux vers les publics fragilisés, je pense qu'ils sont tout simplement parce qu'on est ancré dans un territoire et que dans un territoire, nous sommes en relation avec un certain nombre d'associations et puis des partenaires comme la région, la ville, le département, et que nous tissons des liens et l'action culturelle est propre avec les artistes à concevoir et à mener des actions de proximité en phase et spécifiquement dédiées à des problématiques particulières.
Les objectifs de l'atelier du GAM sont assez nombreux. Le premier d'entre eux est de proposer un cadre thérapeutique groupal de rencontres et d'échanges à des musiciens, amateurs ou professionnels, autistes sans déficience intellectuelle. Ces personnes sont très souvent isolées, en partie par choix, mais le plus souvent et surtout du fait de leurs difficultés à établir ou maintenir des liens sociaux, ce qui est le cas de tous les participants du GAM. Favoriser donc leur rencontre, favoriser leur expression émotionnelle à travers la musique, favoriser également leur expression verbale, parce que avant l'atelier, pendant l'atelier et à la fin de l'atelier, les participants ont la possibilité de s'exprimer, de raconter des événements de vie, de raconter leur rapport à la musique, leur évolution dans leur parcours de vie. Favoriser aussi leurs liens sociaux au sein de l'atelier, mais aussi en dehors de l'atelier. Un des buts également est de favoriser la créativité, l'expression artistique et, pour certains d'entre eux, de favoriser leur professionnalisation dans le monde de la musique. C'est le cas pour les 2 participants actuels de l'atelier du GAM. J'ai commencé la guitare à 19 ans. Je me rappelle, c'est une guitare qu'il y avait dans la chambre de mon grand frère, une guitare électrique. Ça m'a attiré. Et donc j'ai commencé comme ça, puis j'ai acheté ma première guitare classique, puis ensuite acoustique. Ça fait sur 2 ans à peu près. Et après j'ai rencontré un ami à la fac qui jouait lui aussi, qui jouait depuis 2 ans. On s'est super bien entendu, on a évolué aussi ensemble. J'arrive au GAM, je joue de la guitare, et puis je vois ces instruments autour de moi. Je dis, j'aimerais bien toucher à ça. Et donc il y a 2 ans et demi, je crois à peu près, je me suis mis au piano. Je commence à faire des chansons, à composer des chansons. J'ai envie d'intégrer des sonorités synthétiques, électroniques. J'ai envie d'intégrer aussi un peu de violon, un peu de n'importe quoi, de la trompette, des choses comme ça. Et c'est là où je transite vers un univers plus, MAO on va dire. Ça se fait vraiment comme ça. Et je pense que d'ailleurs le groupe ça m'a un peu aidé dans ce chemin, puisque Stéphane il m'avait apporté une boîte à rythme, le cas oscillateur de cordes. Et je me suis éclaté dessus. Alors je me suis dit, je peux créer maintenant mes sons en partant d'un synthétiseur et les faire rentrer dans mes chansons. Sauf que là, maintenant, j'ai mis mon nez dedans depuis vraiment 6-7 mois, mais 1 an, ça dépend comment on regarde les choses. C'est un travail monumental. Et c'est de la pratique. Et il faut être en lâcher prise. Pour moi, en tout cas, je dis quand même, il faut. Voilà. Nous sommes donc dans la 3e année d'activité de l'atelier du GAM. La première année a d'abord consisté à mettre en place cet atelier, à le démarrer avec 6 à 7 personnes autistes, Asperger, autistes de haut niveau, musiciens, et en parallèle, nous avons mené avec Stéphane une recherche visant à mesurer l'impact de notre action de musicothérapeute auprès de ces personnes autistes à travers des études de cas multiples. L'année 2 a été moins marquée par des mouvements de participants, mais elle a été davantage le témoin de nombreux concerts publics que nous avons menés conformément finalement à nos objectifs thérapeutiques. L'année 2, elle aura aussi servi à poursuivre notre recherche clinique sur ce sujet pour essayer de montrer justement les effets positifs de la musicothérapie chez les adultes avec autisme. Et on a pu également organiser un colloque aussi autour de cette question entre musique et autisme. Et lors de cette 2e année, nous avons coécrit, Bruno et moi, un article sur la musicothérapie et les troubles du spectre de l'autisme.
Enfin, dans cette troisième année de l'atelier du GAM, nous accueillons moins de participants, mais qui sont très assidus, puisque ce sont 2 participants qui étaient là au début de l'atelier du GAM, dans une visée quasiment pour eux de professionnalisation et également d'ouverture à d'autres participants, éventuellement plus jeunes. Enfin, l'un des buts de l'atelier du GAM est de favoriser leur reconnaissance sociale et leur inclusion sociale à travers la participation à des concerts publics. Grâce à ces concerts publics, ils ont pu bénéficier d'un cachet et pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois que ça arrivait dans leur vie. Et pour l'un d'entre eux, c'était même la première fois qu'ils s'exposaient dans un concert public. J'ai dit à Bruno, je viens sur le lieu, mais je ne sais pas si je le fais. Voilà ce que je lui ai dit. Mais je te dis juste un truc, c'est qu'au fond de moi, je savais que j'allais le faire. Voilà. Il y avait un truc, mais je voulais pas le voir, sinon ça faisait grandir cette peur. Et en fait, pendant une semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai fait des exercices de respiration, de la méditation, des exercices de conscience. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis arrivé là-bas, dans la salle, il y avait une centaine de personnes assises. Je me suis assis avec Nabil, à côté de Nabil. Et j'avais un stress que j'ai jamais vécu. En fait, c'est juste un stress, c'est-à-dire que c'est pas une angoisse. Moi, je connaissais bien l'angoisse, tu vois. Et là, je voyais mes mains, elles étaient moites. Et c'était bizarre. Et je captais que c'était bon, que je pouvais y aller, quoi. Et là, je suis allé voir Bruno, je dis c'est bon, je monte. Et je me suis senti super à l'aise. Je me souviens, pendant que je jouais, d'ailleurs, j'ai tenté de regarder des gens dans les yeux. Donc je jouais, en même temps, je me disais, ouais. Et ouais, je les regardais dans les yeux, alors que c'est pas le truc que je fais régulièrement aussi. Hein. Et ça, c'est une super expérience, parce que je découvre ce stress dont on me parle depuis que je suis au lycée, ou je sais plus, au collège. Enfin, je me dis, mais moi, je connais que l'angoisse, quoi. C'est quoi ça? Et en fait, c'est un moteur, c'est l'énergie. Donc l'énergie, tu la transmutes, hein, un peu en un processus d'alchimie, en gros, on pourrait comprendre ça comme ça, mais voilà, t'as du plomb, fais-en de l'or. Tu vois, c'est ce truc-là. Et bah franchement, c'était nickel. L'un des participants qui est actuellement au GAM était là déjà au début de l'atelier, il y a 3 ans. C'est le participant pionnier du GAM et il est multi-instrumentiste et il est autodidacte. Un autre instrumentiste et pianiste dans un parcours plus académique et l'un comme l'autre sont encore dans l'atelier du GAM parce qu'ils ont manifestement encore à y puiser de l'énergie, de la joie et des relations sociales. La pratique de la musicothérapie au sein de l'atelier du GAM n'est pas sans difficulté. Il y a diverses difficultés qui sont liées pour la plupart aux caractéristiques de l'autisme. Leurs difficultés sensorielles, parfois une hyperacousie, une hypersensibilité auditive, une hyperémotivité. Ce sont des personnes aussi qui ont été la plupart du temps moquées, harcelées, humiliées dans le milieu scolaire. Elles en ont gardé des blessures narcissiques très importantes avec une perte d'estime d'eux-mêmes qui rendent parfois compliquées les relations interpersonnelles au sein de l'atelier du GAM. Enfin, il y a des difficultés qui sont propres à la nature humaine, liées au genre, liées aux relations de séduction ou qui peuvent être
compliquées et exacerbées par l'autisme, mais qui finalement sont de nature universelle, c'est-à-dire que dans tout groupe, il y a des difficultés relationnelles liées à l'ego, au narcissisme, etc. Ces difficultés ne sont qu'exacerbées au sein de l'atelier du GAM. Pour ajouter aux difficultés qu'on peut rencontrer en séance, donc sur le plan clinique, il y a comme difficulté principale pour ma part en tant que percussionniste dans ce groupe, le fait de réunir tout le monde de manière rythmique, puisque certains participants cherchent aussi une espèce d'harmonisation ou d'esthétisme aux productions musicales que nous faisons. Et comme les difficultés inhérentes au TSA sont aussi l'isolement ou le fait de jouer pour eux-mêmes, du coup jouer en groupe est également, je trouve, une des difficultés. Notre principale difficulté qu'on rencontre dans la recherche clinique, comme certains de nos confrères musicothérapeutes, va s'inscrire dans ce qu'on appelle la mortalité expérimentale, c'est-à-dire que dans un temps entre T0 et T1, donc nous c'est entre 0 et 10 mois, il y a des départs, donc on ne peut pas forcément montrer les effets que nous souhaitons montrer. Et il y a également un faible échantillon de personnes, puisque du coup les résultats qu'on présente peuvent être quand même modulés, ou en tout cas sont préliminaires. Notre étude préliminaire, qui est constituée donc de questionnaires et de tests psychologiques, a montré quand même des résultats encourageants qui nous ont ouvert finalement à des réflexions sur d'éventuelles améliorations que la musicothérapie peut produire, comme par exemple une amélioration au niveau des théories de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, une amélioration au niveau de ce qu'on appelle les fonctions exécutives et principalement la flexibilité mentale, c'est-à-dire le fait de switcher d'une idée à l'autre ou d'une pensée à l'autre. Et ça a amélioré également l'estime de soi chez certains participants, dont on sait qu'elle est assez fragile dans l'autisme. Les résultats en termes d'évolution pour les participants à l'atelier sont de nature qualitative et quantitative. Sur le plan qualitatif, nous avons noté chez pratiquement tous les participants une amélioration du bien-être, des émotions de joie. L'un d'entre eux a témoigné que pour lui, la participation à l'atelier était comme une seconde naissance. Il a dit avoir découvert le bonheur à l'occasion de sa participation au GAM. Un autre a dit qu'il était à peu près à 60% de taux de bonheur dans sa vie, ce qui a beaucoup évolué par rapport au début de sa participation à l'atelier du GAM. En 2017, ça a commencé, je crois, le GAM. Juin 2017, il me semble. Et c'était une des plus belles années de ma vie, quoi. Mais vraiment, quoi. Ouais. Pas mal de points. J'étais tellement lâché prise et tout que derrière, je sais pas, c'est plein de trucs, quoi. Tu vois, c'était vraiment un lâcher prise et une prise de confiance à ce moment-là, quoi. C'est spécial ce qui s'est passé parce que les premiers temps on apprenait à se connaître, mais à cette fois je suis revenu 3e ou 4e séance de musicothérapie où je rentre chez moi, je suis en voiture, et je frissonne d'un coup, une vague de bonheur. Ça a duré quelques secondes et j'ai les larmes qui coulent dans la voiture. Et là je commence à comprendre des choses. Parce que tu t'es un peu plus aligné, je me dis, quoi. Là t'es un peu plus aligné, voilà. La musique t'anime. Mais complètement, et le partage musical, tu vois, c'est vraiment ça. C'est que là, je commençais à jouer. Enfin, j'ai un ami avec qui je joue comme souvent. Et là, on était plusieurs, 4 ou 5. Et ouais, c'était... J'avais jamais vécu ça, et puis j'arrivais à m'exprimer, à échanger, commencer à échanger avec d'autres personnes, et j'ai pas eu cette vague qui m'a traversé. Il y a aussi la possibilité pour eux d'améliorer leurs relations sociales. La plupart d'entre eux se sont vus en dehors de l'atelier pour déjeuner ensemble, pour dîner ensemble, pour aller à un concert ensemble, pour chatter sur Internet ou à travers Facebook et communiquer et donc continuer leurs relations au-delà de l'atelier du GAM, ce qui est un des buts de l'atelier de musicothérapie. Sur le plan de la communication verbale,
pratiquement tous les participants qui sont restés à l'atelier plus de quelques mois ont vu leur communication verbale nettement améliorée. L'idée était de favoriser leurs échanges, leur réciprocité verbale, sociale, émotionnelle. La musique, je la conçois pas comme... Enfin, c'est forcément du partage, la musique. Je la conçois plus comme je pouvais la concevoir quand j'étais dans ma chambre à jouer du Ben Harper. Et d'ailleurs, je me disais, ah, ça serait bien de pouvoir jouer d'autres personnes ça. Là, il y a un solo. Ouais. Non, c'est autre chose. C'est de la communication. C'est d'où la musicothérapie. C'est qu'on communique en musique. Alors, c'est pas toujours facile de communiquer en musique parce que je trouve que ça nous est beaucoup arrivé dans le GAM de nous renfermer chacun notre petit monde parce qu'on trouve des choses à faire ou on veut se faire plus entendre. Mais petit à petit, je pense que ça s'est bien régulé. On a eu des beaux moments de communication en musique. Enfin, une des perspectives que nous avons choisi de renforcer, de stimuler par notre action, Stéphane et moi, est l'idée de faire en sorte que les maisons départementales des personnes handicapées puissent prendre en charge financièrement la musicothérapie, si les musicothérapeutes sont confirmés, de la même manière qu'un suivi psychologique ou un suivi en psychomotricité sont pris en charge par les maisons départementales des personnes handicapées, ce qui permettrait un accès plus important des personnes autistes à la musicothérapie. Enfin, le nec plus ultra serait d'arriver à faire prendre en charge des séances de musicothérapie par les caisses primaires d'assurance maladie, la sécurité sociale, comme c'est déjà le cas dans certaines indications, par exemple en algologie, dans le traitement de la douleur.